Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. L'Afrique n'est pas un continent d'avenir, c'est un continent du présent, dit Emmanuel Macron au deuxième jour du sommet Africa Forward organisé par la France et le Kenya. Premier du genre en terre anglophone, le président Macron qui vient donc de s'exprimer et selon lequel le continent et l'Europe font face aux mêmes défis. Il n'y a plus de passagers à bord du MV Ondius. Les 125 croisiéristes ont tous été rapatriés vers leur pays d'origine ou sont en cours de transfert. Parmi eux, à ce stade, 8 personnes ont été testées positives à l'hantavirus. Plusieurs dizaines de cas contacts partout dans le monde. Et puis c'est le plus grand festival de cinéma du monde. La croisette est prête. Le festival de Cannes commence aujourd'hui. 10 jours de films et de paillettes pour découvrir ce que le grand écran a à nous raconter cette année. Nous serons à Cannes dans le journal de 11h. Et on va s'éloigner, dans Parlons-en aujourd'hui, de l'actualité internationale, quoique vous verrez qu'on en est en réalité jamais très loin, pour prendre la direction de Vienne, en Autriche bien sûr. C'est là que se tient cette semaine la 70e édition de l'Eurovision, le plus grand concours de chant au monde qui passionne chaque année près de 200 millions de téléspectateurs. Grand rendez-vous du kitsch pour certains, tribune pour un monde en paix, plus inclusif pour d'autres, et ils sont nombreux. L'Eurovision est-elle en somme un pur produit de son époque? Question posée ce matin jusqu'à 10h45 à mes invités, Fabien Randam, Florent Parmentier, Vincent Escure et Sabrina Esler. Bonjour à tous les quatre. Merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire. C'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour Sabrina Esler. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup d'être là ce matin, Sabrina. Vous êtes journaliste à Enter, bien sûr. Vous faites partie de la maison. Et je signale d'ailleurs sur le site France 24 de nos confrères du web beaucoup de sujets à propos de l'Eurovision et notamment sur les tensions qui entourent cette édition, cette 70e édition. On y reviendra tout à l'heure. Avec nous également au plateau ici à Paris, Vincent Escure. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes chroniqueur sur 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision et co-auteur de Eurovision, la petite histoire du grand concours qui est sorti aux éditions hors collection. Je vous c'est pas le bon livre, c'est celui de Fabien Randam. Et bonjour Fabien, justement, voilà, celui-là, c'est le bon, celui de Vincent. Il y a beaucoup de livres sur ce plateau, beaucoup de spécialistes de l'Eurovision, on en est ravis. Bonjour Fabien Randam. Randam, pardon. Bonjour Pauline. Bonjour, merci beaucoup de prendre ce temps avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à 20 minutes et spécialiste de l'Eurovision, auteur donc du livre dont on a vu la couverture à l'instant, Queerovision, histoire de la plus grande scène du monde, qui est sorti aux éditions Double Ponctuation. Et vous êtes évidemment à Vienne en Autriche. Et puis avec nous aussi à distance, Florent Parmentier. Bonjour Florent. Bonjour Pauline. Merci beaucoup à vous d'être là. Vous êtes co-auteur de Géopolitique de l'Eurovision, la bande-son de la construction européenne, l'œil géopolitique. C'est donc un rendez-vous immuable depuis 1956, à l'exception de 2020, année Covid. Le concours de l'Eurovision se tient donc cette année à Vienne en Autriche. Début des demi-finales aujourd'hui, avant la grande finale samedi. 35 pays participent cette année. C'est 7 décennies d'histoire sur lesquelles on va revenir ensemble aujourd'hui. 70 ans de pop culture, de débats sociétaux, de construction européenne. Musique. Voilà, les favoris de la compétition, les Finlandais, on y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Avec qui on commence? Tiens, Florent Parmentier, avec vous, d'un mot, on va essayer de rembobiner un peu le fil de l'histoire, mais qui a eu cette idée folle d'inventer l'Eurovision il y a 70 ans? L'Eurovision, c'est au début une histoire d'intégration technique, une histoire de l'Europe telle qu'elle s'est définie après la Seconde Guerre mondiale. C'est un pari extraordinaire. 11 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, faire chanter des Français et des Allemands sur la même scène, c'était un pari un peu fou. Pari qui a été tenu parce que des gens assez visionnaires qui s'occupaient des audiovisuels publics s'étaient dit qu'après la Seconde Guerre mondiale, la leçon qu'il faut tirer, c'est que les audiovisuels sont une des briques de la paix. Et pour chanter autour de ce standard technique partagé, qui est Eurovision au départ, c'est un standard technique, se décide à faire un concours de chant rassemblant les Européens. Et c'est une idée qui a perduré jusqu'à aujourd'hui.
Et oui, l'histoire de l'Eurovision, à Vincent Escure, est intimement liée à la construction européenne et à celle à l'histoire de la télévision. Absolument, parce qu'en fait, il y a tout un canal finalement de l'Union européenne de radio-télévision, tout un UER, qui existe encore UER, aujourd'hui. absolument, qui a créé une technologie en fait pour que le concours soit diffusé absolument partout à la même heure dans les pays européens en tout cas. Et d'ailleurs, le premier événement qui a été diffusé en mondiovision, on appelle ça, c'est le couronnement de la reine Elisabeth II en Angleterre. Et après, donc, première édition de l'événement 1956 en Suisse, à Lugano. D'ailleurs, là-dessus, Fabien Randan, j'ai lu que les organisateurs, donc l'UER, Union européenne de radio-télévision, dont France Média Monde, dont fait partie France 24, est membre, n'a pas d'enregistrement, n'a pas de copie de la première Eurovision de 1956 et avait même lancé, je crois, un appel à ceux qui éventuellement avaient quelques, alors j'allais dire cassettes, pas sûr, mais quelques bandes à retrouver d'ici là. Oui, les archives, effectivement, sont très difficiles à retrouver, voire impossibles. Donc, il y a des comptes rendus, même le compte rendu des résultats a disparu. Donc, on n'a pas vraiment le détail des points et hormis la gagnante de qui a reçu quel point. Mais effectivement, oui, l'UER demande là depuis quelque temps au public de donner tous les documents possibles sur toutes les éditions Eurovision pour essayer de reconstituer leurs archives. Et puis, 1956, c'était un moment aussi où les foyers européens étaient moins équipés en téléviseurs. Donc, c'est aussi un concours qui a été beaucoup suivi à la radio. Voilà, 70 ans d'Eurovision, Sabrina Esler. Aujourd'hui, on a bien sûr en tête ces images de ce gros show très produit, avec une énorme scène, etc. Ça n'a pas toujours été le cas. On a commencé par un rendez-vous un peu plus intimiste. C'était plus confidentiel au début. Oui, c'était plus confidentiel au début parce qu'évidemment, les moyens n'étaient pas les mêmes. Alors, si on essaie d'emmener nos téléspectateurs, Sabrina, à découvrir ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne font pas partie de la grande famille de l'Eurovision, le principe, c'est quoi? C'est un concours de chant, c'est ça? C'est un concours de chant. Donc, chaque pays présente une chanson. Et après, donc, les éléments de vote ont évolué dans le temps. D'abord, il y avait un jury qui distribuait les points, et aujourd'hui c'est panaché avec le public. Donc chacun peut voir en direct les chansons sur scène et libre ensuite à la prestation de faire son effet, de convaincre le public donc à travers les frontières, en dépassant disons les frontières culturelles. Voilà. Quoi. On peut voter pour un pays qui n'est pas le nôtre, évidemment. On ne peut pas voter surtout pour son propre pays. Voilà, on imagine qu'il y a quand même un peu de chauvinisme chez le public, bien sûr. Absolument, mais on ne peut pas voter pour son propre pays. Par exemple, la France... Y compris quand on est du public. Oui, absolument, surtout, justement. C'est-à-dire qu'en fait, nous, dans le public, avec notre téléphone, on ne va pas pouvoir voter pour la France le soir de la finale de l'Eurovision, ce qui permet aussi d'avoir un plus large panel ensuite de votes parmi les autres. Mais après, ça dépend des sensibilités, de ce qu'on aime, de ce qu'on recherche finalement à l'Eurovision. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. En tout cas. Fabien Randan, qui peut participer aujourd'hui à l'Eurovision? Parce que chaque année, on va revenir bien sûr sur le contexte politique et le boycott de certains pays vis-à-vis de la participation d'Israël. Pourquoi c'est pas intuitif? Pourquoi un pays comme Israël participe à un concours présenté comme un concours de chant européen? C'est vrai que c'est pas intuitif parce que dans Eurovision, on entend Euro, Europe, et or donc le procédé technique Eurovision, il couvre un territoire qui est beaucoup plus large que l'Europe. Par exemple, il va jusqu'au Maghreb. Le Maroc, d'ailleurs, a participé une fois en 1981. Donc, pour participer à l'Eurovision, il faut faire partie des membres actifs de l'UER, voilà, donc c'est-à-dire remplir certains critères et être dans cette zone-là. L'exception, c'est l'Australie, qui est invitée à participer chaque année depuis 2015. Et l'Australie, qui a une grande diaspora européenne, avec beaucoup de personnes d'origine grecque, chypriote, britannique notamment, où le concours est très suivi depuis 1983, où il est diffusé là-bas, malgré la différence avec le décalage horaire. Ils se lèvent très tôt le matin pour suivre tout ça. Donc, ils ont été invités et l'invitation est reconduite depuis donc 2015 chaque année. Donc, Florent Parmentier, au fur et à mesure de l'histoire, on a largement dépassé les frontières intuitives de l'Europe et c'est important? C'est important. Il faut se souvenir qu'en 1956, l'Europe est divisée. Vous avez un bloc de l'Est
ce bloc de l'Est ne tolère pas de participation. Le seul pays socialiste à participer à partir des années 60, c'est la Yougoslavie. Mais parce que la Yougoslavie est précisément indépendante du bloc de l'Est. Et depuis, l'Eurovision, c'est une grande histoire de l'élargissement qui n'est peut-être pas terminée. Certains pays européens n'ont pas participé. Alors, je mets de côté le cas très particulier du Vatican, mais regardons par exemple, certains ont participé brièvement, comme Andorre. D'autres, comme le Liechtenstein, n'ont jamais participé. Et puis, on a, j'allais dire, dans la foulée de l'Australie, deux États qui pourraient participer à terme, en tout cas qui s'y intéressent davantage que par le passé. Le Canada, dont le Premier ministre a évoqué, donc Mark Carney, une volonté de se rapprocher des Européens. Et l'Eurovision pourrait en quelque sorte préfigurer ce rapprochement. Et puis le Kazakhstan, qui participe à l'Eurovision Junior, mais qui n'a pas encore participé chez les adultes. Alors, on évoquait le Canada. Florent Parmentier parlait d'une éventuelle participation du Canada un jour, ce qui nous ramène à la question de la francophonie. Et initialement, le français avait une place importante dans la compétition. Alors, il se trouve qu'à l'Eurovision, on parle deux langues, l'anglais et le français. C'est toujours présenté en fait comme ceci. Et les langues à l'Eurovision, c'est un sujet qui est un peu mouvant. Racontez-nous. C'est-à-dire que à la base, chacun était libre de chanter dans la langue qu'il voulait. Donc, souvent, les pays chantaient dans leur propre langue. Ça permettait un rayonnement culturel, de faire découvrir aussi la culture, ce qui se passait, la langue, etc. Et puis, il y a eu une bascule où finalement, les gens ont commencé à chanter en anglais, vraiment beaucoup. Et donc, du coup, il y a eu une règle très stricte. C'est-à-dire, non, finalement, c'est terminé. Les pays chantent dans leur propre langue et c'est comme ça. Bon, il se trouve que depuis quelques années, maintenant, depuis la fin des années 90, début 2000, on a le droit de chanter dans la langue qu'on veut. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'anglais à l'Eurovision aujourd'hui, parce que ça permet de toucher un plus large panel de gens, en tout cas. Et sur la place du français, Fabien Randam, c'est comme ça qu'il y a eu des anomalies. Alors, on a récemment beaucoup parlé de Céline Dion, victoire, sauf erreur, 1988, de Céline Dion, voilà, je le dis de tête, qui ne concourait pas pour le Canada, ni pour la France, mais pour la Suisse, Fabien Randam. Suisse. Oui, voilà, elle concourait pour la Suisse. Effectivement, un pays peut être représenté par un artiste de n'importe quelle nationalité. C'est le cas de la France cette année, qui est représenté par Monroe, donc artiste originaire des États-Unis. Voilà. Mais effectivement, sur la francophonie, elle a été très présente au début, dans les premières années du concours, avec parmi les chansons présentées, c'était aussi une époque où, outre la France, il y avait le Luxembourg, Monaco, etc. Donc, la francophonie était très représentée. Et il y a eu beaucoup de victoires en français jusqu'au milieu des années 60. Et ensuite, c'est l'anglais qui a pris, on va dire, le leadership. Voilà, et France Gall qui a remporté également, chacun ses références. Je crois qu'elle concourait pour le Luxembourg, n'est-ce pas? Alors, comment marche ce concours, Sabrina Esler, on l'a dit tout à l'heure. Alors, pour les néophytes dont je ne me cache pas d'être, il y a 2 demi-finales. C'est ça. Et une finale. Donc ce soir. C'est ça. Donc ce soir, c'est la première demi-finale. Voilà. Une moitié des pays présentent leurs chansons ce soir. Il y aura un vote qui détermine qui va en finale. La deuxième demi-finale, c'est jeudi soir. Et il faut aussi mentionner les pays qui vont directement en finale, qui sont les grands pays qui financent l'Eurovision. Qui sont la France, l'Allemagne. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Donc eux, ils ont gagné leur ticket dès le départ pour la grande finale, qualifiés d'office. À chaque édition, ils vont directement en finale. Et ils présentent quand même en demi-finale pour que l'artiste ne soit pas lésé d'avoir répété sa chanson devant le public. Mais l'enjeu n'est pas le même. Voilà, eux, ils chantent. Ils participent beaucoup plus financièrement à l'organisation du concours, donc c'est pour ça aussi qu'on leur octroie le passe-droit. La question du financement, elle est importante, et d'ailleurs le boycott de l'Espagne notamment joue peut-être là-dessus, parce que chacun participe à hauteur de ses moyens, si j'ai bien compris, pour que chaque artiste puisse bénéficier d'à peu près le même genre de production, c'est ça, in fine ? Disons que il y a tout un tas de props qui sont mis à disposition, et donc du coup ça coûte tant, ça coûte tant, les flammes ça coûte tant, le jet d'eau ça coûte tant, et après les pays mettent absolument ce qu'ils veulent dans les mises en scène. Le truc c'est que oui, en effet, le Big Five, on appelle ça comme ça, donc les pays qu'on a cités sont les pays fondateurs de l'Europe, et donc eux, ils ont
un passe-droit parce qu'il finance beaucoup plus le concours. C'est vrai que le retrait de l'Espagne cette année, c'est assez historique parce que c'est pas la première fois qu'un pays du Big Five s'en va, parce que l'Italie a été absente du concours pendant un certain temps. Mais c'est vrai que c'est un gros coup de massue, en tout cas pour le concours cette année, que l'Espagne ne participe pas, surtout que l'Espagne a souvent des propositions qui sont, je dirais pas kitsch, mais il y a vraiment quelque chose où ça transpire l'Espagne, ça crie l'Espagne, et c'est souvent très folklorique. Je voulais qu'on y revienne à la fin de cette émission, mais un mot, venons-en sur ce boycott, Florent Parmentier, de l'Espagne, qui non seulement ne participe pas, mais ne va pas non plus diffuser, je crois, la finale, ce qui est assez historique dans l'histoire de l'Eurovision en Espagne. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on était déjà arrivé à ce niveau de tension autour de ce concours, donc à cause, l'Espagne le présente comme étant sa réponse à la participation à nouveau israélienne, car ce n'est pas la première fois. Alors, ce n'est pas le premier boycott de l'histoire de l'Eurovision. Le premier boycott politique de l'histoire de l'Eurovision, pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons politiques, est intervenu en 1969, lorsque l'Autriche a décidé de ne pas se rendre à Madrid, la ville dans laquelle se passait l'Eurovision cette année-là, parce que Madrid, en 1969, c'était un régime franquiste, et donc il y a eu des oppositions. Il y a eu des boycotts dans les années 70. En gros, quand la Turquie participe, Chypre et la Grèce ne participent pas en raison du conflit qui a eu lieu dans les années 70 à Chypre. Et on a aussi plus récemment l'Arménie qui n'a pas participé à l'Eurovision lorsque tout simplement le concours s'est déroulé en Azerbaïdjan. Donc on a historiquement quelques cas. La particularité de cette année, c'est l'ampleur de ces participations, et ce ne sont pas des États secondaires. L'Espagne, c'est un des membres, ça a été rappelé, du Big Five, c'est-à-dire ceux qui financent davantage. Mais si on regarde les choses, l'Islande, c'est le pays dans lequel la part d'audience de l'Eurovision est la plus forte. On est quasiment à 97% des personnes devant leur poste de télévision qui regardent l'Eurovision ce soir-là. Donc l'Islande est une terre d'Eurovision absolument convaincue. 97% des téléspectateurs islandais sont devant leur, ceux qui choisissent de regarder la télévision ce soir-là sont devant la finale de l'Eurovision en Islande. C'est le taux le plus élevé d'Europe. Certains sont à 90 ou flirtent avec les 90. Les Finlandais, les Suédois sont sur ce type d'audience-là, c'est autour de 90. Mais vous voyez que c'est extrêmement fort. L'Irlande, c'est l'État qui a le plus gagné avec la Suède. Et puis vous avez l'un des pays fondateurs de l'Eurovision, du premier concours, les Pays-Bas et la Slovénie. 5 États qui participent chacun à leur quote-part. Et cela a été rappelé, il y a derrière l'Eurovision une problématique économique. Organiser un concours de l'Eurovision, comme on le voit cette année à Vienne, c'est prévoir entre 25 et 30 millions de dépenses. Donc chaque membre compte, il y a différentes contributions qui sont à l'œuvre. Le boycott de cette année complexifie considérablement l'équation financière du concours de l'Eurovision pour 2026. Je reviens un peu avec vous, Fabien Randam, sur ce qui a été dit à l'instant. On reprendra le fil du volet politique de l'Eurovision. Mais pourquoi est-ce que les Suédois et les Finlandais sont si dingues de ce concours de chant ? C'est une culture, c'est un goût aussi pour la culture populaire. La Suède à l'Eurovision, l'une des victoires les plus éclatantes et marquantes, c'est ABBA en 1974. Et on sait à quel point le concours a été un tremplin pour ce groupe-là. Il y a notamment... en Suède, mais aussi en Finlande, tout un système de télécrochet qui est une sorte de mini-Eurovision en soi, qui permet de sélectionner les candidats. Et par exemple, en Suède, c'est itinérant, c'est-à-dire c'est sur 5 soirées. Et puis, les 4 premières soirées sont dans une ville de province, comme on dirait sur l'exemple français. C'est un coup à Malmö, un coup à Göteborg, etc. La finale à Stockholm. Et il y a effectivement un public massif qui le suit. Il y a vraiment une culture de l'Eurovision dans ces pays-là, parce que quand je vois le sous-titre Eurovision, la revanche des ringards, cette question qui est posée, justement, il y a dans ces pays-là, l'Eurovision n'est pas perçue comme ringard ou n'est pas regardée de haut, mais est perçue pour son côté festif, fédérateur et son esprit camp, c'est-à-dire, oui, il y a parfois des propositions qui sont too much, qui sont dans l'excès, mais c'est un excès qui est délibéré. On joue avec la théâtralité beaucoup à l'Eurovision pour se mettre en scène. Sabrina Isla. Oui, je voulais dire que d'un point de vue français, en fait, on est un petit peu l'exception, enfin, peut-être pas l'exception, mais en Europe, on a quand même plus un intérêt pour l'Eurovision qu'ici. Il y a vraiment... on est beaucoup trop snob, c'est ça que vous voulez dire, ici en France.
Peut-être, mais les concours de sélection des candidats pour la finale sont en effet beaucoup plus suivis. Par exemple, en Italie, il y a le Festival de Sanremo qui se déroule aussi, sur une semaine, qui est très suivi à la télévision, où vraiment tout le monde regarde et tout le monde participe. Et c'est vrai que nous, en France, on n'a pas su instaurer ce système-là. On l'a fait il y a quelques années. Il y a eu quelques éditions où il y a eu un télécrochet où le public pouvait voter et adhérer à la candidature française. Et depuis, ça a été abandonné. Et en effet, on pêche en fait en culture de l'Eurovision. C'est comme un peu si on ne voulait pas vraiment s'y intéresser. Ça Pourtant, ouais. Fédéré, oui, en effet. Mais pourtant, c'est un peu contradictoire parce que sur des chaînes privées ici en France, il y a des émissions mi-télé-réalité, mi-radio-crochet qui fonctionnent très bien. La Star Academy, The Voice, il va m'en manquer bien sûr. Ça marche bien. Alors pourquoi l'Eurovision, ça marcherait moins bien sur un public français? Je dis moins bien en plus, mais pour autant, il y a quand même plusieurs millions de téléspectateurs bien sûr devant la finale ici en France. Mais pourquoi? Peut-être que l'image de l'Eurovision en France est justement imprégné de ce kitsch qui colle à la peau de l'Eurovision dans les années 2000, de 2000 à 2010, où vraiment on avait des propositions qui étaient ultra kitsch, ultra... pardon Fabien, mais c'était pas camp, c'était un peu ringard souvent, et donc du coup il se trouve que ça a un peu peut-être sali l'image de l'Eurovision, en tout cas pour la France. Et aujourd'hui, on se balade dans la rue, on demande à n'importe quel Français en disant est-ce que tu regardes l'Eurovision? Les gens vont dire ah non, c'est ringard, c'est kitsch, et pourtant tout le monde regarde. Un peu comme vraiment. Miss France, quoi. Un peu comme Miss France, tout le monde aime critiquer en tout cas. Alors vous avez évoqué, Fabien Randan, l'un des grands moments de l'Eurovision 1974, un groupe que personne ne connaît trop, en tout cas dans le reste de l'Europe, se présente déguisé et met un peu un grand coup de pied dans la fourmilière de cette organisation peut-être un peu plan-plan de l'Eurovision. C'est ABBA avec cette chanson qui fait référence à un moment d'histoire bien connu. On écoute quelques notes de Waterloo. I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Voilà, et je vous vois vous chalouper instantanément, Fabien Randan, depuis votre canapé à Vienne. 74, la victoire d'ABBA, il y a un avant et un après dans l'histoire de l'Eurovision? Oui, d'une certaine manière, c'est un peu le moment où, on va dire, la musique pop commence à vraiment faire son irruption sur la scène de l'Eurovision, qui jusque-là était plutôt monopolisée par les ballades. Et puis ABBA, effectivement, ses costumes assez excentriques. Alors pour la petite histoire, c'est que le groupe, enfin en Suède, il était prévu que l'État, en fait, rembourse. On pouvait mettre en note de frais, d'une certaine manière, les costumes de scène à condition qu'ils ne puissent pas être portés dans la rue. Donc c'est pour ça qu'il fallait les costumes les plus importables pour aller faire ses courses sur la scène. Et c'est aussi à partir de là que je pense qu'ils ont été aussi les pionniers dans une forme d'excentricité qu'on a pu voir se développer encore davantage par la suite. Parmi ceux qui ne sont pas fans de l'Eurovision, qu'on peut tenter dans une forme de snobisme, comme vous le disiez, Sabrina Hessler, et pour avoir hier, ici dans la rédaction, demandé à mes confrères, mais est-ce que tu peux me citer une chanson de l'Eurovision qui est devenue célèbre? Eh ben, je dois dire qu'on est assez mauvais, effectivement, ici en France. Hein. Et pourtant, 1958, Volare, qui ne connaît pas cette chanson. Alors, l'interprète italien n'avait pas gagné le concours, mais cette chanson s'est évidemment inscrite dans notre culture populaire. Plus récemment, les chansons du groupe Maneskin pour l'Italie. Alors, le tube qui les a fait connaître n'est pas nécessairement celui de l'Eurovision, mais plutôt la chanson d'après, I Wanna Be Your Slave. Céline Dion, on l'a dit tout à l'heure. On peut évoquer aussi Loreen qui a gagné en 2023 pour la Suède. Est-ce que l'Eurovision produit des stars ou est-ce que ce sont des stars qui produisent l'Eurovision, Sabrina, aujourd'hui? Alors, il n'y a pas beaucoup de stars vraiment qui ont été lancées par l'Eurovision en soi, par une victoire. Il y en a peu. On peut citer ABBA fait ABBA, exception, quoi. Ouais. et surtout sur une carrière internationale. C'est-à-dire que les stars vont peut-être devenir des stars locales. C'est-à-dire qu'après avoir remporté l'Eurovision, ils ont une carrière dans leur pays qui est conséquente. Mais ça ne s'impose pas. En fait, l'Eurovision ne crée pas... une culture européenne commune, ou du moins à la marge.
je veux dire pour nous sûrement, Oui. mais pour le grand public, Bah, voilà, ça reste. Il y a Céline Dion quand C'est même. des instants. C'est Ce Céline sont des Dion. gens qui n'ont pas gagné, ce sont des gens qui ont participé. Oui, On a bien fait, sûr. on a envoyé, donc bon, Céline Dion, mais aussi, oui, il y a eu France Gall. Enfin, il y a Oui. eu plein de personnalités connues qui ont pu être envoyées, qui ont pu participer à l'Eurovision. Le fait de gagner le concours est rarement une assurance d'une carrière D'une internationale. notoriété par la internationale. Disons que c'est suite. plutôt quand on fait l'Eurovision, qu'on y participe ou qu'on remporte et qu'ensuite il y a une carrière internationale, c'est plutôt l'exception. C'est ça ce que veut dire Sabrina. Vous êtes d'accord là-dessus, Vincent? Certainement, oui, oui. Après, je pense aussi que l'Eurovision peut faire des stars. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stars qui étaient stars avant de participer à l'Eurovision, qui sont venues participer. Je pense à Bonnie Tyler pour le UK en 2013. Je pense à Cascada, le groupe allemand en 2013, etc. pour l'Allemagne. C'était des stars qui voulaient faire un comeback, en tout cas, et donc du coup, qui ont participé à l'Eurovision histoire d'avoir un rayonnement culturel en Europe. Et puis des gens qui n'étaient pas connus avant. Le plus grand exemple, c'est Nana Mouskouri, qui représente le Luxembourg, il me semble. Décidément, le Luxembourg. Le Luxembourg, absolument. Et qui devient une star après son passage à l'Eurovision. Mais ça, c'est dans des temps immémoriaux pour le moment. Pour les moins de 20 ans. Absolument. Des performances qui sont donc pour certaines ancrées dans la culture populaire. Florent Parmentier, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Pour certains, on l'a dit, monument du kitsch. Et pour d'autres, une façon de montrer une Europe aussi. Vous avez rappelé, bien sûr, les origines de ce concours qui a été monté à peine 10 ans, un peu plus de 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en soi, c'est effectivement un exploit. Une façon de montrer une Europe en mouvement, une Europe aussi d'une certaine façon décomplexée. Il y a beaucoup de choses, effectivement. On insiste à juste titre sur le caractère kitsch du concours, mais parce que l'idée de l'Eurovision, c'est de parler à la plupart des Européens. Et soit on est sur eh bien une proposition en anglais où on espère parler avec une langue largement partagée à un large public, soit on le fait de manière visuelle. Et c'est en ça que vous avez raison d'insister, c'est plus un concours aujourd'hui de performance qu'un concours de chansons. Un concours de performance parce que vous avez un poids croissant à la manière dont on va encadrer le chant. Vous avez le droit de n'avoir pas plus, je crois, de 5 danseurs autour de vous. C'est extrêmement cadré. Vous avez 3 minutes pour que vous soyez l'Allemagne ou que vous soyez San-Marin. En dépit des différences de taille de ces deux États, vous êtes sur 3 minutes par candidature, par proposition artistique. Et donc, il y a, je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'Eurovision, c'est que si on regarde de près, le kitsch fait partie du message. C'est un moyen second degré, finalement, d'aller frapper d'autres publics. Et il y a d'ailleurs un paradoxe français là-dessus, c'est d'observer le décalage entre une proposition, notamment, je pense à la cérémonie d'ouverture des JO, qui était perçue comme extrêmement ambitieuse, j'allais dire dérangeante pour un certain nombre de personnes, et que finalement, cette proposition artistique, qui était celle réussie de l'ouverture des JO, bien la France n'est peut-être pas en mesure de faire la même chose à l'Eurovision. Il y a là une forme de paradoxe peut-être dans le positionnement français, et je pense que c'est l'un des éléments importants de l'Eurovision. L'Eurovision, c'est une scène unie dans laquelle beaucoup de gens vont chanter, mais vont essayer de faire valoir aussi leurs propres identités. Et en cela, parfois on a le sentiment que la France est un peu en retrait par rapport à ce qu'elle pourrait faire. C'est intéressant, Fabien Randan, le parallèle que vient de faire Florent Parmentier. Et vous avez précisément travaillé sur ce sujet dans votre livre. La scène de l'Eurovision, quoi qu'on en dise, est effectivement le lieu d'expression d'une société qui avance, d'une société inclusive. Je pense aux victoires, ou en tout cas à la participation de personnes transgenres, ou de personnes dont le discours, enfin les chansons vantent un amour sans limite, quel qu'il soit, une tolérance, une paix. Ça peut paraître un peu peut-être béni oui de le dire comme ça, mais il n'y a pas tant de scènes que ça qui le permettent aujourd'hui. C'est une scène de 166 millions de téléspectateurs pour l'édition de 2025, par exemple. Donc, c'est la scène la plus suivie, la plus regardée au monde. Et c'est vrai que pour certains pays, c'est l'occasion de se montrer, oui, sous leur meilleur jour, quitte à ce que parfois leur candidature prône un message d'ouverture
qu'on ne ressent pas forcément dans la législation du pays en question. Donc il y a aussi, c'est ça, c'est effectivement comment chaque pays se met en scène. Et sur le parallèle entre la cérémonie des JO, Fabien, et ce qu'on peut dire de l'Eurovision ici en France, vous ressentez aussi une espèce de paradoxe? Disons que la cérémonie des JO, elle dure 4 heures. Le passage sur la scène de l'Eurovision, c'est 3 minutes. Après, on peut noter quand même une ambition qui va quand même croissante du côté de la délégation française. L'an passé, pour la mise en scène de Louane, il a été fait appel à un des metteurs en scène suédois qui avait notamment réalisé les scénographies de plusieurs chansons de l'Eurovision, dont 2 chansons gagnantes. Cette année, il y a vraiment une envie d'être dans quelque chose de très théâtral. Alexandra Redamiel, la chef de délégation, m'expliquait que l'un des exemples, une des références, c'est le musical Les Misérables. Donc voilà, offrir 3 minutes de grand spectacle pour créer un effet, le fameux effet waouh qui fait que à la fin de la finale, quand les 25 chansons sont passées, le public a gardé en tête cette prestation-là. Oui, avec ce décompte interminable que les fans de l'Eurovision connaissent, c'est vrai que ça n'en finit plus quand même, ce décompte des points, avec un suspense insoutenable. Il faut être concentré jusqu'au bout. Voilà, il faut être fort dans sa tête. Alors on l'a dit, les chansons doivent être originales, Sabrina, n'avoir été ni publiées ni jouées en public, maximum 3 minutes, 6 personnes je crois sur scène. Les musiciens ne jouent pas. En revanche, l'artiste chante, ce n'est pas du playback. On reste sur un concours de la chanson, donc il faut quand même que... C'est une performance de chant vocal. Il y a la performance, et surtout, c'est une performance, on se concentre beaucoup sur cette soirée, mais en fait, c'est une vraie performance de l'ensemble de la délégation sur toute la semaine là, qui se passe. C'est-à-dire qu'on va voter à l'issue de la finale, mais tout ce qui se passe, en fait, il y a toute une campagne, ça rejoint ce que disait Fabien sur les ambitions de la France ou pas, il y a toute une campagne pendant toute la semaine qui précède, avec les demi-finales, sur les réseaux sociaux. Il y a toute une mise en scène du message qu'on veut faire passer, en fait. On peut plus gagner maintenant juste avec la prestation du soir. Il y a tout, le message qu'on envoie au public, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce que c'est mon message de la soirée. Et on en parlait avant, il faudrait que ce soit en lien avec l'identité du pays. C'est-à-dire que on choisit aussi, quand Fabien parle de la mise en scène des Misérables, il y a quelque chose avec, on veut dire quelque chose de la France sur scène ce soir-là, mais c'est un travail de fond, en fait. Oui, il faut dire pas juste dire quelque chose de son pays et qui va convaincre l'ensemble des 30 pays qui ne sont pas forcément familiers des références culturelles, etc. Alors, c'est une recette compliquée à trouver, teintée de nationalisme, de ce qu'il a de bon, mais aussi, de folklorique, disons, mais aussi d'international. Donc, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on interroge au sein du podcast, quand on interroge les auditeurs européens, donc italiens, allemands, etc. En fait, quand on demande, par exemple, ce qu'ils attendent de la France, le premier message qui revient, c'est « Ah, nous, on veut de l'amour ». On veut de l'amour. Et il y a la France est condamnée à chanter de l'amour. À chanter de l'amour et condamnée aussi à cette image un peu épinale d'Edith Piaf qui colle... On s'en sort pas d'Edith Piaf. Non. Mais c'est d'ailleurs comme ça qu'on a fait notre meilleure performance. C'est-à-dire la performance de Barbara Pravi qui arrivait deuxième, ça renvoyait tout à fait à l'image d'Edith Piaf. Sa chanson s'appelant voilà, c'est ça. Voilà, et elle vantait, et effectivement, elle parlait de quoi? Elle parlait d'amour. Voilà, mais il y avait surtout cette mélodie qui faisait beaucoup penser à Padam, Padam, Padam d'Edith Piaf, même dans la silhouette, même dans les gestes, etc. Il y avait ce truc-là. Et donc, du coup, c'est quelque chose c'est ce que l'Europe attend de la France à l'Eurovision. Donc maintenant, ok, on peut carrément sortir des sentiers battus et je pense que c'est ce qu'on va faire cette année avec Monroe qui nous chante un opéra pop. Le danger, je dirais, le terrain glissant sur lequel la France va là en ce moment avec cette prestation, c'est que les 2 prestations précédentes étaient de l'opéra pop. Donc du coup, est-ce que ça fait pas une ressucée? Je sais pas. Alors Monroe a 17 ans, c'est elle qui va représenter la France cette année devant 170 millions de téléspectateurs. Pression, on va écouter quelques secondes de sa chanson. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te foudroie. Regarde-moi, regarde-toi,
Voilà, c'est ça l'amour. On disait que la France était condamnée à chanter l'amour. Bon, cette année ne fera pas exception. Florent Parmentier, il y a quand même une forme de malédiction française à l'Eurovision. Il faut dire les choses. Je vous vois pouffer, Vincent. Mais bon, la dernière victoire française d'un candidat français qui concourait pour la France, c'est 1977. Marie-Myriam pour L'Oiseau et l'Enfant. Depuis, tous les candidats français, Florent Parmentier, se sont cassés les dents. Que se passe-t-il ? Il y a plusieurs éléments d'explication. Je pense qu'il y a d'abord le rôle de la chance. On a parlé de Barbara Pravi. Barbara Pravi, c'est une défaite pour 25 points, c'est-à-dire dans l'épaisseur du trait de crayon. En réalité, on n'était pas très loin là d'avoir la première victoire depuis 1977. Il y a un paradoxe français également. Un autre qu'on pourrait relever, c'est qu'en l'Eurovision Junior, la France a gagné 4 des 6 dernières compétitions. Et donc, qu'est-ce qui fait que la France parvient chez les jeunes à emporter des victoires presque à la chaîne et une incapacité à gagner chez les plus grands? Il y a la part de la chance, j'en ai parlé. Il y a ensuite peut-être le cas français, celui eh bien, d'une proposition artistique qui doit perdurer, mais qui doit surprendre en même temps. La candidate de cette année parle d'amour, a un visuel qui est très inspiré par l'imaginaire parisien. Et c'est effectivement ce qui est attendu. Et parfois, c'est précisément en jouant sur ces cartes qu'on finit par l'emporter. C'est le cas en 2017 du candidat portugais qui avait remporté très largement le concours avec un nombre incroyable de points, alors que ce n'était pas à proprement parler, j'allais dire, une proposition calibrée pour l'Eurovision. C'était plutôt une chanson telle qu'on pouvait, j'allais dire, un peu dans ce qui était attendu. Alors, est-ce qu'il faut jouer attendu? Est-ce qu'il faut jouer original? Ça, c'est un premier dilemme stratégique. Et puis surtout, l'Eurovision, c'est une culture, ça a été dit un peu plus tôt, c'est-à-dire dans la plupart des pays, on a des sélections de candidats qui suscitent un intérêt du public, mais ça entraîne aussi les candidats. Je pense, on parlait du Melody Festivalen un peu plus tôt sur la Suède, mais le Vidbir ukrainien a à peu près ce même rôle, le Benidorm espagnol a à peu près ce même rôle. Ces concours intermédiaires permettent aux artistes de se calibrer et de se mettre en scène, de se préparer pour la scène de l'Eurovision. C'est peut-être ce qui nous a manqué ces dernières années. Et oui, Fabien Randan, donc les Finlandais sont à nouveau favoris cette année. Et vous évoquiez le fait que c'est tout un pays qui se dresse derrière ces candidats. Est-ce que la France paie un peu précisément ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait de se tenir un peu en retrait, à l'écart? Et d'ailleurs, le processus de décision, de choix de la candidate française est assez opaque, contrairement à d'autres pays européens. Oui, c'est ce qu'on appelle une sélection interne. Donc, en fait, il y a deux choix. Il y a soit le télécrochet, soit la sélection interne. Et la sélection interne, par exemple, le gagnant de l'an passé, l'Autrichien JJ, il avait été sélectionné en interne. Il n'y avait pas eu de télécrochet. Pareil pour Nemo, l'artiste suisse qui a gagné en 2024. Donc, la sélection interne peut être un bon moyen, malgré tout, d'avoir un bon résultat. Après, pour la France... il y a ce côté, en fait, oui, c'est un peu la faute du public français et du public français de l'étranger. Parce que si les diasporas françaises votaient pour la France le soir de la finale, eh ben, il y aurait peut-être encore davantage de points. Si tout, notamment, par exemple, les Français de Londres, quand on sait qu'ils sont très nombreux, envoyaient un petit SMS, je pense que ça suffirait à donner déjà un bon petit paquet de points à la France. Parce que les diasporas des autres pays savent se mobiliser. C'est le cas pour Israël, pour le Portugal, pour l'Arménie, notamment. Quand on regarde le télévote français, eh ben, on voit que le Portugal et l'Arménie sont très souvent parmi les pays les plus plébiscités. Et c'est en grande partie dû aussi aux personnes d'origine arménienne et portugaise qui soutiennent symboliquement le pays, leur pays natal, le pays de leurs parents, de leurs grands-parents de cette manière-là. C'est un genre d'appel de Londres que vous lancez à votre tour, Fabien Randan, aux expatriés français au Royaume-Uni. Faites quelque chose. Oui. Je veux dire, ici viennent, les Français parlent au français. Non, mais oui, voilà, c'est en fait, on peut pas en tant que Français regarder le concours de haut et en fait et après se dire ah mais on fait pas de bons résultats. Faut un petit peu une dynamique, une énergie positive. Voilà, il faut donner de sa personne, donner de son smartphone. Et puis voilà, et puis après ne pas oublier que l'Eurovision, oui, c'est un pays qui gagne et là cette année il y en aura 34 qui ne gagneront pas. Est-ce que c'est des pays perdants?
Bon, bah non, moi je dirais plutôt que c'est des pays qui n'ont pas gagné et ça n'empêchera pas à plusieurs des chansons qui même ne seront pas forcément classées dans le top 10 de faire leur carrière après. Le plus gros succès commercial de l'an dernier, c'est la chanson portugaise qui est arrivée 20e. Sachant Donc tout est possible en ce moment. Sachant que Fabien, à part la gloire, le trophée qui est en cristal, je crois, et le droit d'organiser la compétition l'année suivante, que gagne-t-on quand on remporte l'Eurovision ? Ah bah une notoriété internationale si on arrive à bien Voilà. jouer les choses. Et Y a après, pas ça de gros dépend chèque. beaucoup quand on est le groupe Maneskin, eh ben là, ça lance ça lance une carrière à l'international. On a vu ce que ça a donné par la suite et pour notamment son chanteur aussi Damiano David. Lauryn, quand elle a gagné pour la deuxième fois l'Eurovision avec la chanson Tattoo, ça a été l'une des chansons les plus diffusées à la radio en France. Il y a eu vraiment, elle a fait même plusieurs concerts. Elle va revenir en concert en France. Donc ça a relancé sa carrière à l'international. Donc voilà, il faut bien gérer son après. Le gagnant de l'an dernier, bon, bah, on n'en a plus vraiment entendu parler depuis. Et puis, même là, autant en 2015, quand le concours était organisé à Vienne après la victoire de Conchita Wurst, elle était partout sur les affiches. C'était même elle qui faisait les annonces dans le métro pour les arrêts des stations. Elle était sur scène aussi. Elle intervenait dans le show. Et là, le chanteur qui a gagné l'an dernier, bah, il sera là pour la finale et ce sera tout. Bon, on arrive dans les dernières minutes de cette émission. On le disait tout à l'heure, en 70 ans d'édition, force est de constater que le succès aujourd'hui est réel, hein, près de 170 millions de téléspectateurs, voilà, qui ferait rêver beaucoup de chaînes de télévision et d'événements mondiaux vision. Puisque tous les quatre, sauf erreur de ma part, vous êtes plutôt du côté des fans de l'Eurovision, est-ce que vous pouvez nous raconter, peut-être Sabrina, vous qui avez déjà vécu des compétitions in situ, à quoi ça ressemble? Non, Sabrina, alors je vous vois faire non de la tête. Alors vous, Vincent, vous avez déjà vécu des compétitions in situ. Quand on est à Vienne, là, ces jours-ci, parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc il y a bien sûr les demi-finales. J'imagine que c'est compliqué d'avoir des billets, la finale, et puis c'est la fête toute la semaine. Absolument, absolument. Mais au-delà des compétitions officielles, on va dire, il y a même les répétitions auxquelles on peut assister, moyennant évidemment finances, hein, qui ne sont pas diffusées à la télé. Non, qui ne sont pas diffusées. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens où les tickets sont moins chers. Donc, du coup, les gens peuvent voir les participations, enfin, les prestations en répétition, etc. Donc, oui, il y a les deux grandes soirées. Et c'est vrai qu'au-delà du spectacle, dans la rue, c'est la fête. Il y a un Eurovision Village, il y a un Euroclub, un Eurovision Club où là, après le show, on peut aller danser, etc. Toute la ville se met normalement aux couleurs de l'Eurovision. Moi, j'ai eu la chance de faire 3 éditions déjà à Turin, à Malmö et à Bâle. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, on dort peu, parce qu'en même temps, on doit aussi couvrir l'événement, et Fabien en sait quelque chose. Mais en tout cas, c'est toujours beaucoup de joie et beaucoup d'énergie à donner. En tout cas. Sabrina, alors sur ce que vous racontent les gens qui participent, qu'est-ce que vous retenez de ce qui leur plaît dans le fait d'aller sur place? Parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais il y a une vraie communauté qui suit. Oui, et tout ce que année après année. racontent les gens, c'est ça, c'est l'ambiance. C'est-à-dire que cette impression d'appartenir à une grande communauté des fans qui dépasse les frontières. Donc, les gens viennent de partout. À l'Eurovision, ça brasse vraiment je ne sais plus combien de centaines de... Avec un mot d'ordre, Fabien, j'imagine, à Vienne où vous vous trouvez encore cette année, et on le disait tout à l'heure, un mot d'ordre qui sont des mots un peu tabous en ce moment dans les sociétés, dans le moment qu'on vit, des mots d'ordre qui sont l'inclusivité, la tolérance, la paix, l'amour, ça fait du bien, j'imagine, au mental. Ah, oui, le slogan qui est le même depuis quelques années maintenant, c'est United by Music. Voilà, on est unis par la musique. Alors après, oui, ça fait du bien dans le principe. Après, dans les faits, c'est aussi un slogan qui permet de cacher sous le tapis d'autres sources de tension et que voilà, on est hélas pas dans un monde idéal et on est dans un monde où il y a encore des conflits impliquant notamment des pays participants. Donc voilà, il y a quand même ça, un petit côté illusoire malgré tout. Il a quand même le mérite d'exister, Florent Parmentier, pour conclure ce concours.
Oui, un concours j'allais dire, rassemble 166 millions d'Européens, c'est considérable. Et puis, au-delà de ça, il y a un concours qui s'est élargi au digital comme jamais auparavant, donc qui est beaucoup plus suivi aussi de ce point de vue-là, de manière délinéarisée, c'est-à-dire pas dans la pratique culturelle dans laquelle on se retrouve un soir de mai, mais de manière beaucoup plus large. Et insister aussi peut-être sur nos mémoires qui sont de plus en plus marquées par le digital. Je reprends ce saxophoniste moldave, Epik Saxgai, qui n'a fait qu'une 22e place, je crois, avec la Moldavie l'année où il était en compétition, je crois en 2010, mais qui se retrouve dans beaucoup de mèmes. Donc on voit que l'Eurovision c'est aussi complètement transformé. C'est plus du tout l'Eurovision de 1956 à laquelle on assiste. C'est un concours qui est bien dans son époque et qui, de ce point de vue-là, mérite d'être observé. C'est pas souvent qu'on cite des saxophonistes moldaves sur cette antenne. Alors merci beaucoup à vous, Florent Parmentier, co-auteur de Géopolitique de l'Eurovision, la bande-son de la construction européenne. Fabien Randane, merci beaucoup et très belle Eurovision à vous. On a compris qu'il vient aussi, qui est percuté par l'actualité internationale avec ce boycott de l'Espagne contre la participation israélienne. Vous signez Queerovision, histoire de la plus grande scène du monde, édition double ponctuation. Vincent Escure, 12 points, c'est votre podcast avec d'autres compères. Et puis votre livre Eurovision, la petite histoire du grand concours. Sabrina Esler, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, journaliste à Enter. Et je renvoie donc à nouveau à nos confrères du web qui signent beaucoup d'articles à l'occasion de ce concours. Première demi-finale aujourd'hui, deuxième, demain finale. Samedi, amis de Londres, saisissez-vous de votre téléphone. Une émission à revoir en replay, réécoutez un podcast. On se retrouve dans un quart d'heure. Emmanuel Macron, l'interview événement. Où va la France en Afrique? Crise, influence étrangère, développement économique, place de la jeunesse. Le président de la République s'exprimera sur tous ces enjeux alors que la France et une trentaine de pays africains se réunissent à Nairobi. Un entretien exceptionnel à suivre sur France 24, RFI et TV5 Monde. Conflit. Renseignement, Défense, commerce international, sanctions économiques, droits de douane, taxes aux frontières, guerre technologique, retour au protectionnisme, ressources énergétiques, mondialisation, blocus, duel américano-chinois, place boursière bousculée. influence. Même le chaos du monde a un sens. Pour le trouver, rejoignez-moi dans Aux avant-postes. Aux avant-postes, présenté par Ali Laïdi sur France 24.